Nous voilà à nouveau au micro de Média Cyrenea pour la troisième émission sur Stalingrad, ou bien Leningrad, ou Stalingrad comme on veut. On a vu la chute, la fin, l'armée allemande est brisée, et on s'achemine vers la fin de la guerre. Et on va aborder dans cette émission Yalta, fameuse conférence qui va modeler pendant quelques décennies l'Europe. Cette conférence va se tenir en 1945 en Crimée. On peut penser tout d'abord à un personnage qui était dans l'entourage immédiat de Roosevelt, président des États-Unis, un personnage très influent dans les milieux d'affaires et les milieux politiques, un industriel, Edward Stettinius, et qui occupera aussi un rôle important auprès du successeur de Roosevelt, Harry Truman. Il a laissé des souvenirs, des mémoires très intéressantes qui concernent cette page d'histoire. Ces mémoires sont pleines d'informations sur ce qui s'est passé à Yalta. Qui est Yalta, il ne faut pas l'oublier, c'est le point culminant de la coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et parallèlement, la Grande-Bretagne, lorsque, après Téhéran et l'ouverture du second front, une certaine atmosphère de confiance s'est instaurée entre les trois grandes puissances. Alors que les jours de l'Allemagne étaient comptés et que l'Union soviétique s'était engagée à entrer en guerre contre le Japon. Un problème se posait aux Américains et à leurs alliés. Comment garantir la paix après la guerre? Comment créer un monde où serait désormais impossible des catastrophes genre Seconde Guerre mondiale? Ce personnage, dans ses écrits, il évoque que la plupart des décisions qui vont être adoptées à Yalta avaient au départ il y avait au départ un projet américain par exemple, le communiqué final de la conférence de Yalta, comme le souligne le secrétaire d'État, est un projet purement états-unien. L'URSS n'y a apporté aucun amendement, aucune modification. La Grande-Bretagne s'est contentée, pour l'essentiel, selon ce personnage, cet américain, Stettinius, à des remarques de style. Les affirmations
de certains selon lesquels Staline avait pris le dessus sur Roosevelt, ou qu'il, et je reprends les mots de cet Américain, qu'il avait profité de la maladie de ce dernier, sont loin de la vérité. Roosevelt, à de nombreuses reprises, a émis des idées qu'il avait d'ailleurs exposées à Molotov en juin 1942, lors de la rencontre de Washington, selon lesquelles il voyait le monde d'après-guerre désarmé. À propos, c'est de là que date l'expression « un monde des 3 ou 4 États policiers ». Selon Roosevelt, seuls les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, et peut-être la Chine, pouvaient posséder des forces armées, et même des forces qui devaient malgré tout être limitées. Les autres pays, aussi bien les agresseurs, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, que leurs satellites devaient être désarmés. D'autres encore, même ceux qui faisaient partie de la coalition anti-allemande, on peut penser à la France, à la Pologne, à la Tchécoslovaquie, devaient aussi être désarmés, parce que selon la thèse de Roosevelt, et je reprends la phrase de l'Américain, économie mondiale saine et course aux armements sont incompatibles. Les forces armées qui restaient dans ces 3 ou 4 États ne pouvaient être utilisées, selon le président américain, qu'avec l'accord général et jamais l'une contre l'avis de l'autre puissance. Comme l'a souligné le président américain, ces forces armées ne devaient pas être engagées que pour étouffer dans l'œuf une nouvelle guerre éventuelle, possible, ou une agression. Eh bien, tout naturellement, Roosevelt s'appuyait sur l'expérience de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, lorsque la course aux armements va entraîner l'agression, donc il est très rare que les hostilités aient débuté et commencé dans un contexte d'absence de course aux armements. Et l'histoire nous en apporte bien des preuves. Bien sûr, Roosevelt n'était pas naïf et ne pouvait ignorer les contradictions fondamentales entre les États-Unis et la Russie, entre l'idéologie communiste et l'idéologie et la pratique de la démocratie libérale, et que l'union entre ces deux extrémités, diamétralement opposées, ne pouvait être que provisoire. Alors on peut se demander la question, on peut se poser la question, pourquoi proposait-il à Roosevelt un monde désarmé? Poursuivait-il une utopie? Il ne faut pas oublier que Roosevelt n'est pas tout d'abord un homme politique. Du moins, n'est pas un homme politique naïf. C'était un militaire qui avait été vice-ministre des forces navales des USA au cours de la Première Guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis étaient entrés dans le conflit aux côtés de l'Entente.
on peut dire que Roosevelt a acquis une expérience qui n'était pas dépourvue de ce levain d'hégémonie propre au développement des États-Unis tout au long du XXe siècle. De plus, Roosevelt comprenait très bien qui était en réalité Staline. Il voyait parfaitement que sous des dehors marxistes, léninistes, dogmatiques, c'était un pragmatique. Pour Staline, l'idéologie n'était qu'une couverture en camouflage. Et si on veut, un manteau pour le moment, mais qui cache une autre réalité. Et d'ailleurs, à la même époque, si on regarde différents témoignages, on croise différents témoignages, ceux de Churchill, de Roosevelt et même d'Hitler, aucun de ces trois personnages ne considérait Staline comme un communiste. L'idéologie, en tant que telle, avait une signification pour le peuple, pour le public, mais restait à l'arrière-plan lorsqu'il fallait prendre une décision historique fondamentale. C'était un homme politique perspicace qui pensait que la puissance économique des États-Unis, et même en l'absence de force de frappe, suffisait à assurer leur rôle de leader dans le monde. Et il faut se rappeler que les États-Unis assuraient 60 à 70% de la production industrielle mondiale à l'époque. Washington contrôlait les finances, le commerce, sur le plan international. Son plan adopté en 1943 consistait à contrôler les principaux gisements de pétrole et de matières fissibles, était en cours d'application. Et si on n'a pas ça en tête, on ne comprend rien à ce qui s'est passé après. Edward Stettinius écrit qu'en 1943, les États-Unis étaient à 2 doigts de la catastrophe. Si les Russes n'avaient pas tenu bon à Stalingrad, si la bataille de la Volga s'était achevée comme l'avait imaginé Hitler, il en serait résulté la conquête de la Grande-Bretagne par le Reich, l'établissement de son contrôle total sur l'Afrique et le Proche-Orient, avec toutes leurs ressources pétrolières, et la conquête de l'Amérique latine avec des conséquences incalculables pour les États-Unis. Voilà comment les Américains voyaient leur perspective pendant la Seconde Guerre mondiale. L'union avec Staline n'était absolument pas le fruit du hasard pour Roosevelt. En 1945, lorsque les États-Unis sont venus à Yalta, Roosevelt était encore sous le coup. D'abord de la défaite que les Allemands avaient infligée à l'armée américaine au cours de la bataille des Ardennes. Et ensuite, sur le coup aussi, du fait que c'est Staline qui les avait sauvés en lançant avant terme, à leur demande, une offensive à l'Est, en obligeant ainsi les Allemands à se retirer de l'Ouest, un tiers de leurs troupes. Enfin, il a compris que les promesses de Churchill, selon lesquelles les anglo-saxons régleraient leur compte à l'Allemagne d'un jour à l'autre et laisseraient les Russes gros de gens en les stoppant quelque part sur la Vistule ou sous l'Oder, ne tenaient pas debout, ne valaient rien.
Ce n'était pas là une politique pratique, mais de la fantaisie. Il valait donc mieux ne pas rompre les relations avec la Russie et continuer à coopérer avec elle pour que le monde d'après-guerre soit ouvert, prévisible, et qu'il ne renferme pas des menaces qui s'étaient abattues sur les États-Unis, mais répondent au moins en quelque chose aux idées correspondant au moins en quelque chose, en quelques points aux idées qu'avait Roosevelt de la démocratie, de la justice humaine et sociale. L'idée de l'ONU appartient à Roosevelt. Pour la première fois, elle a été formulée à Téhéran. À Yalta, elle a été mise en forme, sur papier. Staline insistait pour que le siège de cette organisation se trouve à New York. Pourquoi? On pourrait se le demander. Vous vous souvenez de la Société des Nations, la SDN. Les Américains ont d'abord soutenu cette initiative, mais finalement ne l'ont pas avalisée, et donc ils n'ont pas fait partie de la Société des Nations. Staline croyait que les États-Unis pouvaient jouer le même tour. Disons par exemple, hier nous étions bien sûr pour, mais aujourd'hui, en proposant que l'ONU ait son siège outre-Atlantique, Staline espérait que cela aiderait les États-Unis à ne pas se soustraire à la coopération internationale. Or, la réaction générale de la presse américaine au sujet de la conférence de Yalta ont été positives, même élogieuses. Il y a eu, il est vrai, des propos assez critiques, encouragés de Londres par Churchill. Leurs auteurs demandaient l'arrêt de la coopération avec l'Union soviétique et préconisaient la dénomination états-unienne dans le monde. On disait même que, tel le mort, l'URSS a fait son affaire et que maintenant le mort peut partir. Ayant présent à l'esprit tous ces propos qui parvenaient de Londres, Roosevelt, dans son dernier message au Congrès le 25 mars 1945, soulignait, et je cite ses propres paroles, « Le sort des États-Unis, le sort du monde, pour les générations à venir, dépendent de la mise en œuvre consciencieuse des accords intervenus entre les Alliés à Téhéran et à Yalta. » Et il ajoutait, je cite à nouveau, « Les Américains ne peuvent avoir de solution médiane. Nous devons nous charger de la responsabilité de la coopération internationale, sinon nous assumerons la responsabilité d'un nouveau conflit. » Toujours en mars, dans des documents qui le confirment, au département d'État, déjà dirigé par Stettinius, qui avait remplacé Hull, connu pour son antisoviétisme, des propos sur les prétendus accords de Yalta commençaient à circuler. Certains fonctionnaires les qualifiaient même de simples déclarations, cherchant de toute évidence à en minimiser les effets. Quant à Truman, qui va être le successeur de Roosevelt, le 23 avril, et ignorant que les États-Unis développaient la bombe atomique, déclare
fini la coopération avec les Russes, le temps est venu de passer à un nouveau stade. Il s'est fixé comme objectif, Truman, d'effacer Yalta. Churchill, à ce moment-là, et les historiens, les experts ont tous en mémoire des messages élogieux que Churchill adressait à Staline pour le remercier de l'assistance apportée en janvier aux Alliés, assistance qui leur a épargné de nouveaux bouleversements et pour exalter les forces armées dont la gloire ne ternira jamais. Ce sont les propres mots de Churchill. Tout cela sous la plume du Premier ministre britannique. Et il convient de se rappeler son message de félicitations à l'occasion de la journée de l'armée rouge le 23 janvier 1945. À cette époque, il donne l'ordre de récupérer les armes allemandes, de les stocker pour le cas où un conflit éclaterait avec l'Union soviétique. En 1945, il ordonne à ses chefs d'état-major de préparer une opération nommée impensable contre l'URSS, engageant les forces de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, du corps expéditionnaire polonais et même des Allemands. Les Britanniques disposaient de 10 divisions allemandes qui s'étaient rendues de leur plein gré aux Occidentaux à la fin de la guerre. Désarmées, formellement, mais non dissoutes, ces divisions s'entraînaient tous les jours dans l'Allemagne de l'Ouest. En prévision, il ne faut pas exclure de nouveaux exploits à l'Est. Et le début d'une nouvelle guerre était plus ou moins fixé au 1er juillet 1945. Mais on ferait une erreur en pensant que seuls les Britanniques ont agi de la sorte et que les Américains étaient fidèles à leur engagement d'alliés. Le général Patton, commandant des forces blindées des États-Unis, n'acceptait pas de s'arrêter sur les lignes de démarcation concertées entre Washington et Moscou et Londres, et voulait foncer jusqu'à Stalingrad. Non pas pour en finir avec les communistes ou l'Union soviétique, mais pour en finir, et je reprends les mots du général, avec les descendants de Genghis Khan. Churchill, quant à lui, estimait que plus loin à l'est, nous arrêterons les barbares russes, mieux ça vaudra. Il avait à l'esprit un plan secret, qui devait évincer le plan Overlord, celui de l'ouverture d'un second front. Or, selon ce plan, les anglo-saxons devaient, avec le soutien des Allemands, prendre le contrôle non seulement de Berlin, de Hambourg, mais aussi de Varsovie, de Prague, de Budapest, de Vienne, de Bucarest, de Sofia, de Belgrade. Ce sont tout ce que j'ai évoqué. Il y a des documents et on ne peut rien y changer. Les paroles outrancières au sujet des accords de Yalta, on pourrait dire que c'est une insulte à la mémoire de l'artisan principal de ces accords, qui était Roosevelt. Son message au Congrès, je l'ai cité tout à l'heure, était en quelque sorte un testament politique dans lequel
il faisait savoir ce dont le monde entier, les États-Unis en particulier, avait besoin, ce qu'il fallait faire pour que les idées de justice triomphent, pour prévenir de nouvelles guerres, de nouveaux désastres. Et on peut dire que la fidélité aux accords de Crimée devait constituer, dans son esprit, une charte pour le monde. Alors on peut se poser la question, à qui à Yalta a eu l'idée de diviser le monde en zones d'influence, suivant le tracé d'une ligne, de la ligne Cruzon. L'idée de cette ligne remonte à 1919, à une conférence à laquelle participaient la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. À eux trois, ces pays avaient tiré cette ligne en partant du principe ethnique, selon la population majoritaire ukrainienne, biélorusse ou polonaise. Cette ligne délimitait non pas des sphères d'influence, mais des sphères d'intérêt entre Staline et Hitler en 1939. Dans les négociations avec l'URSS, les Britanniques affirmaient que cette ligne passait à l'est de l'Iv. Et les représentants russes ont mis sur la table des négociations la carte qui montrait où elle passait en réalité. La question n'a pas été évoquée davantage. Au moment où nous cherchons à établir avec les Polonais des rapports de bon voisinage, aussi bien pendant la guerre qu'après, cette ligne a été modifiée. Et ces négociateurs pouvaient en quelque sorte dire nous sommes d'accord pour que quelque chose soit comme vous le souhaitez, vous, mais d'une manière générale, nous nous en tiendrons à cette ligne. Staline, lorsqu'il négociait avec Roosevelt au sujet de cette fameuse ligne, ne parlait pas de mettre en place en Pologne un gouvernement satellite. Et il disait qu'il n'avait pas intérêt à ce que la Pologne soit gouvernée par un gouvernement ayant des hostile à la Russie. C'est tout. Il ne voulait pas que la Pologne devienne une nouvelle tête de pont ou un couloir qui servirait à porter des coups contre la Russie, comme ce fut le cas sous Napoléon ou lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Alors à Yalta, il a été question aussi des pays baltes, dont l'entrée au sein de l'URSS n'a jamais été reconnue par les États-Unis. Il faut bien voir que le problème des pays baltes est distinct. La Lituanie, Lettonie, Estonie ont été arrachés à la Russie à l'époque où elle n'était pas encore soviétique. Ces pays ont été occupés par des Allemands. Les gouvernements mis à la tête de ces États ont demandé comme
c'était logique, il fallait s'y attendre, à être placés sous protectorat allemand. Et tout ça a eu lieu en septembre 1917. Et quand a éclaté la révolution d'octobre, des gouvernements proches des soviétiques, ou tout simplement soviétiques, ont fait leur apparition dans ces pays. C'est un fait historique. Mais ces gouvernements révolutionnaires ont été vite écrasés par les troupes allemandes stationnées dans les pays baltes. Il convient de noter que d'après le traité de Versailles, les troupes allemandes devaient être retirées des territoires qui ne faisaient pas partie de l'Allemagne des Kaiser. Or, les Alliés ont en fait obligé les Allemands à laisser des troupes en Finlande, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, comme garantie, disait-il, que le pouvoir dans ces pays ne tomberait pas dans les mains de la racaille, et que ce pouvoir serait tenu par ceux qui ont des bons rapports avec les Alliés. En 1921, Pilsudski lance contre Kiev une offensive préparée par les Français avec la participation de Britanniques. On s'attendait à ce qu'il poursuive sa marche jusqu'à Moscou. À cette époque, les démocraties occidentales voulaient imposer aux Allemands la solution suivante. Les Allemands mettent à disposition des forces qui, depuis les pays baltes, lanceraient une offensive contre Petrograd. Officiellement, le commandement de ces opérations était remis au général Avalov. Mais en réalité, il devait être assuré par des généraux allemands. Et les Allemands ont vite compris que dans une telle aventure, on voulait les entraîner, pouvait mener à des catastrophes. Et ils ont refusé. C'est pourquoi l'opération de Pilsudski a été un échec. Et c'est dans ce contexte qu'a été conclu le traité de paix de Riga en 1921, qui devait empêcher les pays baltes de se lancer dans le futur dans toutes sortes d'aventures. La Russie reconnaît leur statut indépendant, et il est bon de noter que les Américains ont reconnu l'indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie 2 ans plus tard après les Russes. Avant, ils soutenaient Kolchak et les armées blanches, représentant et autres représentants de la garde blanche, qui exigeaient la création d'une Russie unie et indivisible. Et on peut dire qu'à cette époque, les Alliés ne se souciaient fort peu de la souveraineté des pays baltes. Alors on peut se demander pourquoi les États-Unis ont-ils accepté que la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie soient rattachées en fin de compte à l'URSS, après-guerre. Alors, ils n'ont jamais en fait accepté, car cette question n'a pas été soulevée, n'a pas été traitée à la conférence de Yalta. Dans un entretien peut-être à Téhéran, Roosevelt a proposé à Staline d'organiser des référendums après-guerre dans les pays baltes. Si ces pays voulaient rester au sein de l'URSS, les Américains promettaient de reconnaître leur nouveau statut.
Staline aurait répondu: il y a déjà eu un référendum. Je ne vois pas ce qu'on pourrait inventer de nouveau. Alors, quel est le bilan de cette fameuse conférence de Yalta? Ces conférences de Yalta, qui sont, il ne faut pas l'oublier, déroulées en Crimée, et dont il n'est resté pratiquement aucune trace écrite. Roosevelt promet à Staline un crédit de 4,5 milliards de dollars pour le rétablissement d'après-guerre du pays. Roosevelt, en dépit de tout ce qu'on lui disait de Staline, à savoir que c'était un dogmatique, communiste, un socialiste jusqu'à la moelle, savait qu'il proposait aux Américains un grand nombre de concessions, des conditions acceptables pour les investissements qu'il projetait, et il réfléchissait à l'idée d'une économie de marché en URSS. Et si cela ne s'est pas réalisé, c'est parce que Truman a succédé à Roosevelt, un homme qui, en regagnant les États-Unis, après la conférence de Potsdam, a donné à Eisenhower l'ordre de préparer le plan Totality, un plan de guerre nucléaire contre l'Union soviétique. La première version de ce plan était déjà prête en décembre 1945. Puis, ce fut le tour de plusieurs autres projets, et bien d'autres encore, qui prévoyaient de démembrer l'Union soviétique en 12 États, dont chacun aurait été dans l'incapacité de réaliser à lui seul ses objectifs économiques et de défense. Alors, quelle est la portée générale de la conférence de Yalta ?